Bien avant Amazon, une autre entreprise avait révolutionné le commerce, Sears. Cette compagnie américaine était littéralement l'Amazon de son époque, dominant le marché avec des innovations qui semblaient impossibles à l'époque. Cependant, aujourd'hui, Sears a pratiquement disparu. Comment le géant qui a transformé la façon dont les Américains faisaient leurs achats a-t-il pu s'effondrer de manière si spectaculaire? Cette histoire nous enseigne une leçon cruciale sur l'innovation et l'adaptation dans le monde des affaires. Imaginez un instant, nous sommes en 1900 et la plupart des Américains vivent encore dans des zones rurales isolées. Pour acheter quelque chose d'aussi simple qu'une robe ou un outil, il fallait parcourir des kilomètres jusqu'au magasin général le plus proche, où le choix était limité et les prix souvent exorbitants. C'est dans ce contexte que Richard Warren Sears a eu une idée révolutionnaire qui allait changer à jamais le commerce américain. L'histoire de Sears commence de manière presque accidentelle. Richard Sears travaillait comme chef de gare dans une petite ville du Minnesota quand il a reçu par erreur une caisse de montres. Au lieu de la retourner, il a décidé de les vendre aux habitants de sa ville. Le succès fut immédiat et spectaculaire. Cette expérience lui a ouvert les yeux sur le potentiel énorme du commerce par correspondance. En s'associant avec Alva Curtis Roebuck, un horloger talentueux, Sears a fondé en 1893 la Sears Roebuck & Company. Leur vision était simple mais révolutionnaire. Créer un catalogue qui permettrait aux familles américaines, peu importe où elles vivaient, d'accéder aux mêmes produits que ceux disponibles dans les grandes villes. Ce concept peut nous sembler banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était absolument révolutionnaire. Le premier catalogue Sears était modeste, ne comptant que quelques pages dédiées principalement aux montres et aux bijoux. Mais très rapidement, l'entreprise a compris qu'elle avait touché quelque chose d'énorme. Les commandes affluaient de tout le pays, et les fondateurs ont réalisé qu'ils pouvaient élargir considérablement leur offre. L'ascension de Sears au début du XXe siècle fut absolument fulgurante. Le catalogue, surnommé affectueusement le livre de souhait par les familles américaines, est devenu bien plus qu'un simple outil commercial. C'était une fenêtre sur le monde moderne, un rêve tangible de prospérité et de confort domestique. Chaque édition était attendue avec impatience et étudiée dans les moindres détails par des millions de familles. La stratégie de Sears était brillante dans sa simplicité. L'entreprise achetait en énorme quantité directement auprès des fabricants, ce qui lui permettait de négocier des prix exceptionnellement bas. Ces économies d'échelle étaient ensuite répercutées sur les consommateurs, qui pouvaient ainsi acheter des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence locale. Cette approche préfigurait exactement ce qu'Amazon ferait un siècle plus tard avec le commerce électronique. Mais Sears ne s'est pas contenté de vendre des produits existants. L'entreprise a développé ses propres marques, créant des lignes de produits exclusives qui ne pouvaient être trouvées nulle part ailleurs. Des vêtements aux outils, des appareils électroménagers aux instruments de musique, tout était disponible dans le catalogue Sears. L'entreprise vendait même des maisons entières en kit, livrées par train avec toutes les pièces nécessaires et des instructions détaillées pour l'assemblage. Cette diversification extraordinaire faisait de Sears bien plus qu'un simple détaillant. C'était un écosystème commercial complet qui répondait à pratiquement tous les besoins d'une famille américaine. Les consommateurs développaient une loyauté intense envers la marque, car ils savaient qu'ils pouvaient faire confiance à la qualité des produits Sears et à l'efficacité de son service de livraison. L'innovation logistique de Sears était également remarquable. L'entreprise a développé un système de distribution sophistiqué avec des entrepôts stratégiquement placés à travers le pays pour garantir des livraisons rapides. Ils ont même créé leur propre service postal privé dans certaines régions pour s'assurer que les commandes arrivaient à destination en parfait état. Au milieu du XXe siècle, Sears était devenu bien plus qu'une entreprise, c'était une institution américaine. Le catalogue était présent dans pratiquement chaque foyer du pays et la marque jouissait d'une confiance et d'une reconnaissance inégalées. L'entreprise employait des centaines de milliers de personnes
et générait des revenus astronomiques pour l'époque. Cependant, les graines de la chute future de Sears étaient déjà semées dans son succès même. Au fur et à mesure que l'Amérique s'urbanisait et que les centres commerciaux se développaient, les habitudes d'achat des consommateurs commençaient à évoluer. Les familles avaient maintenant accès à de nombreux magasins physiques et ne dépendaient plus exclusivement du catalogue pour leurs achats. Sears a tenté de s'adapter en ouvrant ses propres magasins physiques et pendant un certain temps, cette stratégie a fonctionné. L'entreprise est devenue un pilier des centres commerciaux américains avec des magasins imposants qui proposaient tout ce que contenait le catalogue légendaire. Mais cette transition marquait déjà le début d'une perte d'identité qui allait s'avérer fatale. L'arrivée d'Internet et du commerce électronique au milieu des années 1990 représentait une opportunité en or pour Sears. Après tout, cette entreprise avait inventé la vente à distance bien avant l'existence du web. Sears possédait déjà tous les éléments nécessaires, une logistique de distribution sophistiquée, des relations établies avec des milliers de fournisseurs, une base de données clients énorme et surtout une expérience centenaire dans la gestion des commandes à distance. Logiquement, Sears aurait dû être la première entreprise à dominer le commerce électronique. Elle avait même une longueur d'avance sur Amazon, qui n'existait pas encore. Malheureusement, la direction de Sears n'a pas saisi l'importance révolutionnaire d'Internet. Ils ont vu le web comme un simple complément à leurs activités traditionnelles, pas comme l'avenir du commerce. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, avait étudié l'histoire de Sears et comprenait parfaitement que le commerce électronique représentait l'évolution naturelle du modèle de vente par correspondance que Sears avait pionnier. Amazon a appliqué les mêmes principes fondamentaux que Sears, sélection énorme, prix compétitif, livraison efficace et focus obsessionnel sur la satisfaction client. Mais Amazon a fait tout cela dans l'environnement numérique, avec une agilité et une rapidité d'adaptation que Sears, alourdi par sa bureaucratie et ses magasins physiques coûteux, ne pouvait plus égaler. Sous la direction d'Eddie Lampert, un financier qui a pris le contrôle de l'entreprise au début des années 2000, Sears a adopté une philosophie de gestion toxique qui a détruit la culture collaborative qui avait fait son succès. Lampert croyait fermement à la théorie économique de l'objectivisme d'Ayn Rand, selon laquelle la compétition interne maximale produirait les meilleurs résultats. Il a donc divisé Sears en dizaines de divisions qui étaient encouragées à se faire concurrence les unes contre les autres, même au détriment de l'intérêt global de l'entreprise. Cette approche a créé une culture d'entreprise dysfonctionnelle où les départements se sabotaient mutuellement plutôt que de collaborer. Pendant ce temps, au lieu d'investir dans la modernisation de ses systèmes informatiques et de ses plateformes de vente en ligne, Sears vendait ses actifs les plus précieux pour financer des dividendes à court terme. L'entreprise a vendu sa tour emblématique de Chicago, ses marques les plus rentables comme Craftsman et même ses magasins les plus performants. Cette stratégie de liquidation d'actifs a généré de l'argent à court terme, mais a privé l'entreprise des ressources nécessaires pour se réinventer. Les conséquences de ces erreurs stratégiques ont été désastreuses et irréversibles. Les parts de marché de Sears ont commencé à s'éroder rapidement au profit d'Amazon et d'autres détaillants en ligne plus agiles. Les consommateurs, particulièrement les jeunes générations, ont commencé à percevoir Sears comme une relique du passé, une entreprise poussiéreuse et déconnectée de leurs besoins et de leurs habitudes d'achat. Les fermetures de magasins se sont accélérées de manière dramatique. Des milliers d'emplois ont été supprimés et des communautés entières ont vu disparaître un magasin qui était souvent un pilier économique et social local. La spirale descendante semblait impossible à arrêter. Moins de revenus signifiait moins d'investissement, ce qui menait à une expérience client dégradée qui entraînait à son tour encore moins de revenus. En 2018, après des années de déclin progressif, Sears a finalement déposé le bilan. L'entreprise qui avait autrefois été la plus grande du monde dans le commerce de détail
était réduite à quelques dizaines de magasins dispersés, ombre fantomatique de sa gloire passée. La faillite de Sears marquait la fin d'une ère et l'achèvement d'une chute qui avait pris des décennies à se matérialiser. Cette histoire tragique nous enseigne des leçons fondamentales sur l'innovation, l'adaptation et la survie dans le monde des affaires. Premièrement, le succès passé ne garantit jamais le succès futur. Sears était tellement dominant à son apogée qu'il semblait impossible qu'elle puisse un jour disparaître. Pourtant, son hégémonie s'est écroulée en quelques décennies seulement. Deuxièmement, l'innovation n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Sears avait révolutionné le commerce au début du XXe siècle, mais cette innovation initiale n'était pas suffisante pour garantir la pertinence de l'entreprise un siècle plus tard. Dans un monde en évolution rapide, les entreprises doivent continuellement se réinventer pour rester compétitives. Troisièmement, la culture d'entreprise et le leadership sont cruciaux. La transformation de Sears sous Eddie Lampert montre comment une mauvaise direction peut détruire même l'entreprise la plus solide. Une culture toxique et des décisions stratégiques erronées peuvent anéantir des décennies de construction de marques et de fidélisation client. Enfin, l'histoire de Sears démontre l'importance de comprendre et d'anticiper les changements dans les habitudes des consommateurs. Sears s'était construite sur la compréhension parfaite des besoins des familles américaines rurales du début du XXe siècle. Mais quand ces besoins... Révolution numérique, Sears n'a pas su s'adapter suffisamment rapidement. Aujourd'hui, alors qu'Amazon domine le commerce mondial comme Sears l'avait fait en son temps, cette histoire nous rappelle qu'aucune entreprise n'est à l'abri de la disruption, même les géants les plus puissants peuvent tomber s'ils cessent d'innover et de s'adapter aux évolutions de leur environnement. L'héritage de Sears n'est pas seulement celui d'une grande entreprise disparue, mais celui d'un avertissement permanent sur l'importance de l'humilité, de l'adaptation et de l'innovation continue dans le monde des affaires.